accueil. Le dépôt du rapport public annuel est toujours un moment solennel et hautement significatif pour notre institution. La Constitution nous confie la mission de vous assister dans le contrôle du gouvernement et l'évaluation des politiques publiques, et nous sommes toujours heureux de pouvoir vous apporter notre expertise et nos conclusions. Et je suis accompagné aujourd'hui par le président Jean-Marie Bertrand, rapporteur général de la Cour, ainsi que par le secrétaire général et le chargé de mission auprès du Premier président. Bien entendu, les relations qui unissent votre Assemblée et la Cour sont sans cesse plus étroites et ne se résument plus à cette seule occasion. Nous avons ainsi noué au fil des ans avec la Commission des finances, celle des affaires sociales, un véritable partenariat, grâce en partie à la LOLF, mais aussi grâce à la conjonction de nos volontés réciproques. Récemment, nous avons exploré des possibilités nouvelles de coopération dans le domaine de l'évaluation, en répondant favorablement, Monsieur le Président, à votre demande au titre du comité d'évaluation et de contrôle portant sur 2 enquêtes. Nous pourrions aller encore plus loin, donner une résonance toujours plus grande à nos travaux, et la Cour est ainsi très heureuse de l'initiative, Monsieur le Président, que vous avez prise d'organiser un débat sur le rapport annuel le 1er mars prochain, en application du nouvel article 146.1 de votre règlement. D'autres voies complémentaires seront possibles pour explorer les travaux devant les commissions permanentes, ou en explorant les pistes ouvertes par les présidents des commissions de votre Assemblée d'interroger les administrations sur les suites données aux travaux de la Cour. Certains parmi vous interrogent d'ailleurs déjà les ministres par le biais des questions écrites. Le rapport 2011 est, à l'instar de ses prédécesseurs, très varié et couvre un spectre de politiques publiques et d'organismes très large. Nous vous présentons une sélection qui illustre l'activité des juridictions financières et la diversité des champs de contrôle. Cette sélection est présentée en 2 tomes. Le premier, fait de 25 insertions, est consacré aux enquêtes nouvelles de la Cour et des chambres régionales et territoriales des comptes. Hormis la situation d'ensemble des finances publiques, dont je vous livrerai la teneur dans quelques instants, ce tome aborde aussi les dépenses fiscales et le fonds de réserve des retraites. Comme chaque année, nous avons aussi voulu examiner quelques politiques publiques, comme le système d'indemnisation du chômage partiel ou la politique de soutien à l'agriculture outre-mer. La 3e partie de ce premier tome traite de la gestion publique, qu'il s'agisse de la continuité territoriale avec la Corse ou de gestion immobilière avec la Sovafim. Le second, composé de 21 insertions, est lui entièrement consacré au suivi de nos recommandations issues de contrôles précédents. Et nous avons retenu une présentation simple. D'abord, les exemples où nos recommandations ont été particulièrement suivies, comme c'est le cas pour les services publics d'eau et d'assainissement. Ensuite viennent les exemples où, selon la Cour, il faudrait un meilleur suivi des préconisations. C'est le cas du CNRS ou des mesures législatives concernant la sécurité sociale. Enfin, nous avons voulu alerter nos concitoyens et leurs représentants sur un certain nombre de situations à gros enjeux qu'il faut améliorer d'urgence. C'est dans cette dernière partie que nous abordons le grand port maritime de Marseille ou encore la gestion du Centre national de la fonction publique territoriale. Bien entendu, nous reviendrons lors du débat du 1er mars sur les insertions qui vous semblent les plus dignes d'intérêt et de questions, ainsi que sur l'approche que nous avons retenue. Ce rapport public 2011 s'inscrit dans une certaine continuité. Toutefois, nous avons souhaité, cette année, renforcer, mettre davantage en avant quelques caractéristiques. La première, c'est l'équilibre entre les nouveaux sujets d'investigation et le suivi des effets des contrôles précédents. Les 2 tomes sont presque jumeaux, en tout cas leur poids est assez proche. Nous voulons montrer que si nous sommes constructifs dans nos observations et recommandations, nous savons aussi être énergiques et tenaces dans le suivi des actions correctrices effectivement engagées ou, dans certains cas, qui tardent à venir. La seconde caractéristique, c'est l'attention plus importante portée aux résultats des politiques publiques. Cela correspond à un besoin grandissant de votre part, mais également du citoyen. Enfin, la Cour a souhaité mettre en avant des sujets particulièrement proches des préoccupations des citoyens, qu'il est de notre mission constitutionnelle d'informer du mieux possible. Vous le savez, vous en avez âprement débattu vous-même dans cette enceinte, les questions d'emploi
ou de retraite figurent parmi les premières préoccupations de nos concitoyens. Et c'est pour cela que nous avons abordé la prime pour l'emploi, l'indemnisation du chômage partiel ou encore, ce qui devrait susciter quelques commentaires, le fonds de réserve des retraites. Un mot pour terminer sur l'analyse que la Cour fait de la situation de nos finances publiques. Elle reste pour nous extrêmement sérieuse, ainsi que nous ne cessons de le dire et de l'écrire depuis quelque temps déjà. Les objectifs de la loi de programmation 2009-2012 n'ont pas été tenus, l'amélioration espérée n'a pas été obtenue et une aggravation est même en réalité constatée. Le déficit public attendu pour 2010 est à l'heure actuelle de 7,7, peut-être 7,5, faut-il espérer. Il est très préoccupant de constater que le déficit structurel hors plan de relance s'est encore aggravé. Il est désormais estimé par la Cour à 5,5 points de PIB, en hausse de 0,5 points l'an dernier, en raison d'un ralentissement insuffisant des dépenses et des décisions de baisse des prélèvements obligatoires. Nous procéderons à une nouvelle estimation à l'occasion du rapport sur la situation et les perspectives des finances publiques que nous vous remettrons en juin prochain. La nouvelle loi de programmation des finances publiques 2011-2014 a retenu des objectifs et règles plus ambitieux, avec un objectif de 3% de déficit public en 2013. Comme la commission Camp-Dessus, la Cour constate que cette loi de programmation n'a pas de portée juridique supérieure aux lois de finances, qu'elle risque dès lors d'en rester au stade des ambitions. Comme elle l'avait fait avant le vote de la LOLF, la loi organique relative aux lois de finances, la Cour apportera une contribution au Parlement, au gouvernement, dans la perspective de la réforme constitutionnelle annoncée sur les finances publiques. Pour 2011, la Cour ne peut que constater que nous sommes encore loin de l'effort qu'elle avait recommandé de réaliser. En 2011, la baisse du déficit proviendra pour la plus grande part de la disparition de mesures exceptionnelles ou temporaires, plan de relance, surcoûts ponctuels en 2010 de la réforme de la taxe professionnelle. Les économies identifiées par la Cour ne s'élèvent qu'à environ 5 milliards d'euros, alors qu'il faudrait faire, selon nous, un effort d'économie de l'ordre de 13 milliards d'euros. L'effort structurel de réduction du déficit résultera des mesures de hausse des prélèvements obligatoires correspondant à un demi-point de PIB, dont seulement 7,5 milliards d'euros sont pérennes. Pour l'après 2011, les éléments dont on dispose aujourd'hui pour savoir si les objectifs peuvent être tenus sont encore trop incertains. Pour que la trajectoire décrite par la loi de programmation soit crédible, l'effort structurel doit être plus ambitieux et les mesures nécessaires pour le réaliser rapidement précisées. J'en termine à présent. Je souhaite bien évidemment que vous puissiez lire nos travaux afin qu'ils puissent nourrir vos débats dans la perspective de la séance du 1er mars prochain, pour la tenue de laquelle je vous remercie de nouveau. J'espère que cette initiative s'inscrira dans la durée afin que les recommandations issues de nos contrôles soient toujours mieux exploitées et suivies. Monsieur le Président, Messieurs les Présidents, Monsieur le Rapporteur général, Mesdames et Messieurs, je vous remercie de votre attention et serai à votre disposition le 1er mars prochain. Je vous remercie. Pour la Commission des finances, la parole est à Michel Bouvard. Monsieur le Président, nous pouvons nous réjouir à plus d'un titre du dépôt par le Premier Président du rapport public de la Cour. D'abord, bien entendu, parce que c'est un échange avec Didier Migaud qu'on retrouve tous avec plaisir sur ces bancs, même si c'est de manière éphémère. Mais surtout parce que le rapport annuel de la Cour est pour l'activité de contrôle du Parlement une source d'informations inestimable et le point de départ de travaux tant les thèmes en sont riches. Et, voulant être très bref, puisque le rapporteur général s'exprimera après moi, je voudrais dire, Monsieur le Président, ma grande satisfaction de voir enfin aboutir l'organisation d'un débat sur le rapport annuel de la Cour. Je n'oublie pas, cher Didier Migaud, que c'est une proposition que nous avons portée ensemble lors de la modification de la loi organique sur les lois de finances et que j'ai eu à défendre ici cet article 146.1 du règlement permettant l'organisation d'un débat annuel sur le rapport de la Cour. Mon souhait, Monsieur le Président, c'est que ce débat qui aura lieu
le 1er mars prochain, salle Lamartine, soit l'occasion pour nos collègues, dont j'espère qu'ils seront plus nombreux, de pouvoir donner une suite réelle aux travaux de la Cour et de pouvoir interroger le gouvernement et les responsables des différentes administrations sur les suites qu'ils entendent donner au rapport, ainsi au-delà des initiatives qui sont prises cette année par la Cour pour s'assurer de la qualité du suivi des recommandations. Le Parlement pourra lui aussi agir de manière à ce que le contrôle se transforme en acte de réforme, ce qui est le but d'un Parlement moderne. Merci à vous.